Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Préserver la vie marine coûte que coûte, tel est le combat que mène depuis près de 50 ans Paul Watson, le fondateur de l'association Sea Shepherd. Dans son sillage, Lamia Essemlali a cofondé Sea Shepherd France en 2006. Après des années de lutte contre la pêche illégale, la détermination de ces deux loups de mer reste intacte. We don't live on this planet with a dead sea. On ne peut pas vivre sur cette planète avec des mers mortes. And as I say all the time, when the ocean dies, Et comme je le dis toujours, si l'océan meurt, we all die. nous mourrons tous. And the ocean is dying. Et l'océan est en train de mourir. Pour dessiner un horizon de paix écologique, ces deux militants misent sur une diversité de tactiques et sur un engagement total en faveur de la planète océan. Pour moi, il y a une notion extrêmement positive et pour la vie dans le terme de combativité. Bon, on est très loin de cette étiquette d'éco-terroriste qui a été inventée pour diaboliser finalement les gens qui se battent pour préserver la planète et pour préserver les intérêts finalement des plus vulnérables. Cet épisode parle d'écosystèmes marins, de stratégie militante, de récits et d'amour sans limite pour le monde vivant. Bonjour Paul Watson. Bonjour. Bonjour Lamia Essemlali. Bonjour. Un grand merci d'être venu à la recyclerie. Lamia, vous avez aujourd'hui le double rôle d'invitée et de traductrice, donc un merci particulier à vous. C'est souvent le cas. Dans cet épisode, on va d'abord parler de ce pourquoi vous vous battez, l'océan. Et en deuxième partie de podcast, on va parler de comment vous vous battez. On va donc esquisser des stratégies pour faire avancer la cause écologiste. Est-ce que ça vous va comme programme ? C'est parfait. Parfait. Pour commencer la discussion, j'ai tendu le micro à quelques personnes présentes aujourd'hui à la recyclerie. Je leur ai demandé que représente l'océan pour vous. Voilà leur réponse spontanée. C'est un endroit immense, hyper beau, mais qu'on connaît mal étant donné qu'on est terrestre. Enfin terrestre dans le sens sur le continent quoi. On est déjà parti sur la Lune, mais on n'est jamais allé au fond de la fosse des Mariannes par exemple. Donc ouais, mal connu, immense, magnifique et voilà quoi. Moi, je suis vraiment jamais allée en mer, donc je pense que c'est quelque chose qui à la fois me fascine autant que ça m'effraie. Dans les fonds marins, il y a des créatures qui ont l'air incroyables et en même temps terriblement flippantes. Et je pense que ça représente exactement ce qu'est l'océan, avec toutes les menaces aussi dont on entend parler et tout ce qu'on a envie d'y voir. Écoute, un monde très mystérieux dont on connaît encore pas grand-chose et qu'on est apparemment en train de totalement détruire avant d'en connaître ne serait-ce que la moitié. Je suis une fille de l'océan, donc je suis très attachée à cette grande masse d'eau. Voilà. The ocean to me represents beauty and freedom. I grew up by the beach in Southern California, in Redondo Beach, and being in the ocean is very healing and comforting. And when I was younger, if I ever had any time that I needed to reflect, I would always go down to the beach and just sit in the sand and look out at the peaceful ocean. Donc l'océan, un lieu de mystère, de beauté, un lieu menacé, mais aussi un lieu inspirant. À vous, je vous pose à nouveau la question, que représente l'océan pour vous ? I have a different perception of the ocean. J'ai une perception différente de l'océan. This is the planet ocean. On est sur la planète océan. It's water in continuous circulation. C'est l'eau en perpétuelle circulation, Sometimes in the sea, parfois dans les mers, sometimes in the clouds, dans les nuages, sometimes underground, sometimes in ice, sous la terre, dans la glace, and sometimes in the cells of every plant and animal on the planet. et aussi dans les cellules de toutes les plantes et de tous les animaux de la planète. Water continuously flowing through those mediums. L'eau qui circule en permanence à travers ces médiums. So on the planet ocean, what is the ocean? Donc sur la planète océan, qu'est-ce qu'est l'océan ? We are the ocean. It Nous sommes flows l'océan. through us. Lamia, qu'est-ce que représente l'océan à vos yeux ? Pour moi, effectivement, il y a cette notion de continuum avec nous-mêmes, puisque nous venons de l'océan, c'est le berceau de la vie. Je comprends aussi cette sensation qu'on peut avoir de mystère, de fascination, parfois de peur, parce que c'est un milieu qui finalement nous est relativement étranger. Mmh. Et en même temps, à mon sens, ce lien qui nous unit à l'océan, cette connexion, elle est fondamentale. Et elle a été en quelque sorte rompue. Et je pense que de cette rupture
découle énormément de choses. Aujourd'hui, tout ce qu'on inflige à l'océan, justement, c'est parce qu'on se sent déconnecté de l'océan qu'on ne le comprend plus. Et ça rejaillit sur notre rapport à l'ensemble de la planète et à l'ensemble du vivant. Je trouve que c'est très, très cristallisé dans notre rapport à l'océan. Un exemple qui peut un peu illustrer ce que vous venez de dire, c'est dans les médias. En fait, depuis quelques années, on peut dire qu'on a une sorte de prise de conscience par rapport aux enjeux climatiques, mais moins sur les enjeux de biodiversité et encore moins sur les enjeux de biodiversité marine. Est-ce que vous seriez en mesure de nous expliquer pourquoi ? Mainstream media just gives lip service. Les médias mainstream, en fait, tiennent des discours assez creux. Climate change became a thing Le changement climatique est devenu le thème du moment. because of Al Gore's film Inconvenient Truth. Le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, a joué un grand rôle dans la médiatisation de cette problématique. I was a national director of the Sierra Club in the United States in 2003, En 2003, j'étais un des directeurs nationaux de Sierra Club aux États-Unis. the largest environmental group in the United States. C'est le plus grand groupe écologiste aux États-Unis. And they didn't even want to talk about it. Et ils ne voulaient même pas parler du changement climatique. But we've been aware of the threat caused by climate change for 50 years. Mais ça fait 50 ans qu'on connaît les menaces liées au changement climatique. And even with that awareness, we're doing very little. Et même avec cette prise de conscience, on fait très peu finalement. We're up to, I think, the 28th climate conference. On en est à la 28e conférence internationale sur le climat. And all it is every year is talk, talk, talk. Et chaque année, c'est toujours plus de palabres. On ne fait que parler, parler, parler. Last year, it was sponsored by Coca-Cola. L'année dernière, la conférence sur le climat a été sponsorisée par Coca-Cola. And this year, the president of for the climate change conference was the head of the largest oil company in the United Arab Emirates. Et cette année, le président de la conférence était le président d'une des plus grosses compagnies pétrolières des Émirats arabes unis. And his message Et son message, is fossil fuels will solve the problem. c'est de dire que les énergies fossiles sont la solution au problème. And the media just sort of accepted that. Et les médias acceptent tout ça. The only way we're going to understand the threat of climate change La seule façon pour nous de vraiment comprendre quelle est la menace du changement climatique, is when it kicks us in the ass, c'est quand ça nous bottera les fesses. which is going to do pretty soon. Et ce qui va arriver bientôt. Merci Lamia pour cette traduction, on va dire, appropriée. Lamia, quel est votre regard à vous sur cette, on peut dire, une forme quand même de relais médiatique qui est venu en croissance ces dernières années, mais peut-être un décalage entre ce relais en lien avec le climat, on parle climat à tout va, mais on a beaucoup plus de mal à parler de la question de la biodiversité, alors même que cette question de la biodiversité est peut-être plus centrale pour résoudre l'impasse dans laquelle on est actuellement. Ouais, effectivement, j'ai un peu du mal à comprendre cette hiérarchisation en fait qui ne fait pas sens, parce que très clairement, la plus grosse menace qui pèse aujourd'hui sur le maintien de la vie, c'est l'effondrement du vivant. Donc ce qu'on appelle la biodiversité, un terme qui me dérange un peu parce que ça a tendance à nous exclure en fait. Donc on est vraiment sur la notion de vivant dont on fait partie. Et aujourd'hui, oui, le changement climatique éclipse l'effondrement du vivant. On est même dans une logique assez perverse avec les pseudo-énergies renouvelables, le développement de ces énergies qui sont censées lutter contre le changement climatique. On en a parlé ensemble il y a une année ou deux dans un podcast aussi à la recyclerie, donc on renvoie nos auditeurs et auditrices à l'écouter. Sur le développement des éoliennes en mer notamment, qui en fait ont tendance à se faire au détriment du vivant et au détriment de la biodiversité. Je sais pas, peut-être que en fait s'attaquer à la problématique de l'effondrement du vivant, c'est quelque chose de peut-être de plus concret, de plus challengeant et qui nous obligerait en fait à revoir vraiment de fond en comble tous nos modes de vie. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on est prêt à faire. Avant de parler de stratégie pour peut-être parvenir davantage à mettre le vivant au cœur de nos préoccupations, peut-être une question encore un peu plus large sur les océans, qui sont aujourd'hui largement malmenés par la surpêche, par les pollutions diverses et variées, par les exploitations minières. Comment, globalement, vous pensez qu'on pourrait changer notre regard, notre rapport à ce vaste milieu naturel qui peut réveiller des peurs aussi chez certains ? We either change the way we treat the ocean. Oh, sorry.
Alors, soit... Là, Lamia, elle était bien là avec Oui, santé. non, j'écoute. I was listening. Soit on change notre regard sur l'océan, or we will suffer the consequences. soit on devra assumer les conséquences. We don't live on this planet with a dead sea. On ne peut pas vivre sur cette planète avec des mers mortes. And as I say all the time, when the ocean dies, Et comme je le dis toujours, si l'océan meurt, we all die. nous mourrons tous. And the ocean is dying. Et l'océan est en train de mourir. One of the biggest threats to the survival of the ocean Une des plus grandes menaces pour la survie de l'océan, is something that very few people are aware of. et c'est quelque chose dont peu de gens sont conscients, And that is, since 1950, there's been a 40% diminishment in phytoplankton populations in the sea. c'est le fait que depuis 1950, il y a eu une diminution de 40% du phytoplancton dans l'océan. And phytoplankton provides up to 70% of the oxygen in the air we breathe. Et le phytoplancton fournit jusqu'à 70% de l'oxygène qu'on respire. And the reality is, if phytoplankton disappears from the sea, we all die. Et la réalité, c'est que s'il n'y a plus de phytoplancton dans l'océan, nous mourrons tous. And it's being diminished because we're diminishing populations of whales and seabirds and fishes. Et le phytoplancton s'effondre parce qu'on a exterminé des populations de baleines, d'oiseaux marins, de poissons. And all of these species provide the nutrients required by phytoplankton. Et parce que toutes ces espèces, elles produisent en fait les nutriments qui sont nécessaires au phytoplancton. Microscopic plants require iron and nitrogen and magnesium. Donc ces phytoplanktons qui sont des plantes microscopiques en fait ont besoin d'azote, de fer et de magnésium. And that comes from the feces of all these other Et tout ça species. se trouve dans les excréments des autres espèces. So you can look at this like this: whales are the farmers of the ocean, Donc on peut considérer que les baleines en fait sont les maraîchères de l'océan. and they fertilize the crops of phytoplankton. Elles fertilisent en fait le phytoplancton. And that's why whales are necessary, Et c'est pour ça que les baleines sont absolument nécessaires, as are seabirds and fishes, to comme- keep the phytoplankton healthy. tout comme le sont les oiseaux marins, les poissons, pour garder le phytoplancton en bonne santé. Merci Paul pour ce cours d'écologie. Paul Watson, pour cette discussion, j'ai relu avec beaucoup d'intérêt un de vos livres phares nommé Earth Force, manuel de l'éco-guerrier. Donc voilà un passage de cet ouvrage publié en français chez Actes Sud en 2015. L'écologie est la seule science qui puisse former la base d'un mouvement politique mondial. Mais le mouvement pour la défense des écosystèmes planétaires manque d'une orientation claire, d'un commandement solide, de tactiques pratiques et de stratégies efficaces. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui, Paul ? Well, the strength of an ecosystem is in diversity. La force d'un écosystème, c'est dans sa diversité. Therefore, the strength of any movement must also be in diversity. Et la force d'un mouvement, c'est aussi dans sa diversité. And that approach can be either education or litigation Et donc l'approche, ça peut être à travers l'éducation, la législation or legislation or direct action. ou l'action directe. All of that together creates a diversity movement Et toutes ces approches mises ensemble, elles créent un mouvement divers, with individuals and organizations doing different things, avec des personnes et des organisations qui font des choses différentes, but all contributing to the same mais qui purpose. contribuent, qui avancent dans la même direction. So we need all of those skills, all of those talents. Donc on a besoin de toutes ces compétences, de tous ces talents. Lamia, quel est votre regard sur... on parlait de cette prise de conscience et aussi des mouvements en lien avec l'écologie qui se structurent. Est-ce qu'on a toujours besoin à ce point-là de stratégie ? Comment vous voyez la structuration justement de ces mouvements écologistes ? Alors est-ce que tu parles plus à un niveau d'organisation, d'ONG ou à un niveau politique ? Disons peut-être politique. Au niveau politique, très clairement... Tout est politique. oui, hein, mais oui, non, mais politique en où est-ce sens de parti politique. D'accord. Bon, parlons plus association alors. Mais sinon, effectivement, tout est politique. Ce que font les ONG, même ce que font les individus, c'est politique. Ce qu'on choisit de mettre dans son assiette, c'est un acte politique. Mais je trouve que politiquement, en tout cas, l'écologie est très mal représentée. Elle n'est pas représentée du tout, à part éventuellement par la REV, Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti très très jeune, mais qui, à mon sens, replace le vivant au centre de tout, et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité absolue de préserver le vivant, puisque de là découlent toutes les autres injustices et tous les autres maux MAUX. Mais en termes de stratégie, je pense qu'encore une fois, si on devait prendre le problème à la base, il vient du fait qu'on est complètement déconnecté
On est une espèce qui est désaxée, qui s'est rendue elle-même orpheline parce que elle détruit, elle exploite finalement un monde dont elle fait partie et dont elle ne se sent plus faire partie. Et donc, nous reconnecter au vivant, ça me semble être vraiment l'étape primordiale de laquelle découlera tout le reste. Et donc, ça passe par... oui, il y a 1001 façons de le faire. Ça peut être dans l'éducation. Moi, quand je vois aujourd'hui l'éducation nationale, ne remplit absolument pas son rôle. Mais ça peut passer aussi dans les récits, dans les histoires. Par exemple, ce que fait Sea Shepherd à travers des campagnes qui marquent les esprits. C'est quelque chose qui permet aussi de créer, je pense, des prises de conscience desquelles découlent des changements et des réflexions chez les gens. Mais ça peut être aussi effectivement par l'art. Il y a des artistes qui, dans leurs chansons, dans leurs écrits, dans leurs bouquins, peuvent toucher le cœur des gens. Et ça, à mon sens, c'est vraiment le point de départ dont découlera le reste. Donc peut-être une diversité de tactiques, comme parlait Paul. Vous le rejoignez totalement, effectivement. Finalement. Et pourquoi ce terme d'éco-guerrier qui s'oppose complètement peut-être à celui d'éco-anxiété ? Est-ce que c'est pas contre-productif de mobiliser un discours qui peut être vu comme martial quand on prône la paix écologique? Well, I think that most people look at the word warrior in a different way than it should be intended. Je pense que beaucoup de gens interprètent le mot guerrier d'une façon différente de ce que ça devrait être. In Native American cultures, pour les Indiens d'Amérique, a warrior is somebody who stands for the people and for the earth. Un guerrier, c'est quelqu'un qui se bat pour les gens et pour la planète. And it means courage. Et ça veut dire avoir du courage, imagination, de l'imagination and passion. Et de la passion. And that is the definition of a warrior in Native American culture. C'est la définition du guerrier dans la culture nord-américaine, indienne. In Western culture, we tend to think of it as a soldier, but mais en Occident, on a tendance à assimiler ça à un soldat. Ok. Lamia, qu'est-ce que vous pensez de ce que tu penses de ce terme d'éco-guerrier qui a été décliné en éco-terroriste ces derniers temps par le ministre de l'Intérieur notamment. Est-ce que tu penses que c'est un bon terme à utiliser, un bon discours? Tu parlais de mots, de récits tout à l'heure. Ouais, je pense que en fait, ce qu'on entend aussi par guerre, c'est une guerre contre nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est-à-dire que le danger vient de nous. Il y a des choses contre lesquelles on doit s'insurger, pour lesquelles on doit se battre. Et donc, pour moi, il y a une notion extrêmement positive et pour la vie dans le terme de combativité. Et effectivement, on est très loin de cette étiquette d'éco-terroriste qui a été inventée pour diaboliser finalement les gens qui se battent pour préserver la planète et pour préserver les intérêts finalement des plus vulnérables. Hein. Mais je pense que c'est un mot qu'on doit assumer. Parce qu'on est vraiment dans un combat, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va gagner facilement. Cette paix, elle ne s'obtiendra que si on se bat pour l'obtenir. Donc ça témoigne d'une certaine réalité, ce mot. Oui. Alors aujourd'hui, Sea Shepherd France n'est plus affilié à Sea Shepherd Global. Les raisons du conflit ont été largement détaillées lors d'une conférence que vous avez donnée ici même à la recyclerie et qui est disponible sur le YouTube de Sea Shepherd France. J'ai bien vérifié. On peut parler de conflit avec Sea Shepherd Global ? On peut parler de y a une déviation avec le mouvement se scinde en deux. Ouais. Ok. Et donc vous êtes sur de nombreux fronts avec Sea Shepherd France. Vous battez contre les usines éoliennes en mer, vous en avez parlé. Contre le braconnage des tortues marines à Mayotte. Vous avez récemment ouvert un centre de soins en Bretagne aussi, super intéressant ça. Comment vous articulez toutes ces missions aujourd'hui? Quelles sont les principales campagnes qui vous animent, Lamia? Effectivement, alors on est sur en plus la continuité d'une campagne très ancienne, non pas tant que ça, mais qui date de 2018 sur les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, qui a eu un tournant cette année puisqu'il y a eu cette fermeture d'un mois des zones de pêche qui est déterminante aussi pour la suite. Donc ça nous a beaucoup occupé ces dernières années, ça continue. Sur les éoliennes en mer, c'est le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, où je pense très clairement qu'on est sur une bombe à retardement écologique sur laquelle il faut vraiment alerter l'opinion publique maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Les tortues à Mayotte, c'est assez emblématique en fait
comment dire, une situation assez frustrante, c'est-à-dire qu'on est sur une espèce qui est menacée, dont la première cause de mortalité est le braconnage, pour laquelle il y a des millions d'euros qui sont investis d'argent public et qui continuent, donc des animaux qui continuent à être massacrés à la machette. Faute de personnes sur les plages. Donc, et là, c'est une des campagnes les plus dangereuses d'ailleurs de Sea Shepherd, parce qu'on est de nuit sur des plages face à des braconniers armés de machettes. Je précise que c'est pas un braconnage de subsistance, c'est vraiment l'appât du gain et l'argent facile qui motive les braconniers là-dessus. En termes humains, il y a une dimension humaine très, très riche parce qu'on travaille avec des locaux qui ont très peu de moyens et qui se dévouent corps et âme pour les tortues à nos côtés bénévolement depuis des années. Et c'est vraiment, en termes de récit, c'est une campagne extrêmement intéressante. Et voilà, et puis cette année, l'année dernière, maintenant, ça passe vite, on a pu acquérir le Walrus, qui est un nouveau bateau qu'on a pu avoir grâce au don du Z-Event, qui nous permet du coup de faire plus de campagnes, de partir plus longtemps en mer, avec lequel on va commencer à partir de fin avril une campagne importante dans le détroit de Gibraltar sur la population d'orques ibériques. Parce que tu as entendu parler de ces orques qui interagissent avec les bateaux qui attaquent les safrans, en fait, qui jouent. Mais en fait, on est sur une population qui est en danger critique d'extinction. Il reste à peu près 35 individus. Et le problème, c'est qu'il y en a 7 qui ont disparu là, depuis 2022. Donc, on va mener une campagne de surveillance et de médiatisation, mais dans le bon sens de cette espèce. Parce que justement, les médias jouent un rôle très délétère en présentant ces orques comme les nouvelles dents de la mer. Et donc, il y a un rôle de documentation et puis vous êtes aussi en train de reconstituer une nouvelle flotte pour agir concrètement sur le terrain. Ça reste quand même le cœur de votre engagement. Tout à fait. Le temps passe très vite. Paul Watson, est-ce que vous avez peut-être un conseil ou des conseils pour nos auditeurs ou auditrices qui souhaiteraient s'engager en faveur de la protection des écosystèmes, en faveur de la protection du vivant? Aujourd'hui, on peut être inactif face au flot de mauvaises nouvelles qui arrivent. Comment agir concrètement? Quel est le moteur principal? Où est-ce qu'on peut le trouver, selon vous, Paul Watson? I've always said that there are 3 virtues that are required if you're going to make a difference. Moi, j'ai toujours dit que pour faire la différence, on a besoin de 3 vertus. Passion, imagination, and courage. La passion, l'imagination et le courage. Each and every one of us has the ability to change the world. Je pense que chacun et chacune d'entre nous a la capacité de changer le monde. We should never be deterred by critics. On ne doit jamais se laisser décourager par des critiques. And we should never be pessimistic or depressed. Et on ne doit pas se laisser aller au pessimisme ou à la déprime. About the future because we have no power in the future. Il ne faut pas s'inquiéter de ce que sera l'avenir parce qu'on n'a pas de pouvoir sur l'avenir. All the power we have is in the present. Tout le pouvoir qu'on a, il est là dans le moment présent. So we should dedicate ourselves to working and concentrating on the present. Alors il faut qu'on se dédie au travail maintenant, dans le présent. And ultimately that will define what the future will be. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui qui va définir ce que sera demain. Dans ce podcast, désormais, on fait converser les invités entre eux. Et donc, nos invités précédents lancent le média Fracas, donc un média d'écologie radicale. Et donc, un des fondateurs, Philippe Viondury, a une question pour vous. Ça m'intéresse beaucoup le sujet écologie / antispécisme, puisque c'est quand même une fracture assez importante qui peut peut-être donner lieu à des alliances, mais qui n'est pas du tout évidente. Et moi, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure comment est-ce qu'ils considèrent les mouvements écolos, à quel point ils considèrent aussi le monde paysan. Est-ce que c'est compatible avec leur combat, leur projet? Est-ce qu'ils se projettent dans une société dans 20 ans, par exemple, où il y a un monde paysan, il y a une pêche traditionnelle, il y a des enjeux de régulation quand même des espèces et des écosystèmes, donc des enjeux écologiques en fait. Voilà, est-ce que ça les trouble? Est-ce que ça les trouble pas du tout et qu'ils sont très contents si ça se produit? Voilà, ce serait un peu ça. Well, I think you can imagine it. Je pense qu'on peut l'imaginer. But in a world of 8 billion people, mais sur une planète avec 8 milliards d'êtres humains, which is increasing to 10, 12 billion people, qui s'achemine vers 10 à 12 milliards, the word sustainability has no meaning. Le mot durable a plus de sens. So once there is a finite resources. Il y a des limites aux ressources. Especially fossil fuels. Surtout les énergies fossiles. Once those are diminished, quand il y en aura plus,
where you're going to see a state of ecological and economic and societal collapse. On va être confronté à un effondrement économique, social et écologique. And out of that, Ce sur quoi ça va découler, it will be a world where, yes, there will be small farming and fishing and, they won't use cars, they'll use horses, they'll use sailing boats. ce sera effectivement un monde avec une pêche et de l'élevage à toute petite échelle. Plus de voitures, ça sera plutôt maintenant, ça sera une sorte de retour en arrière avec la force motrice des chevaux ou les bateaux à voile. So I see the world of 2150 Donc moi j'imagine le monde en 2150. will be a world with far fewer people, J'imagine un monde avec beaucoup moins d'êtres humains. and it'll look sort of more like 1850. Et je pense que ça ressemblera plus aux années 1800, 19e siècle. Est-ce que ce serait un monde souhaitable, ça, pour vous, du coup? I don't know if we should hope for it. It's just an inevitability. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? I don't have any hope for the future. I don't focus on the future. Moi, j'ai pas d'espoir pour l'avenir. Je me focalise pas sur l'avenir. I just focus my energies on the present. Je me focalise sur le présent. Lamia, est-ce que toi tu arrives à te projeter dans un monde plus souhaitable si on parvient par exemple à diminuer drastiquement l'exploitation industrielle de l'océan? À quoi il pourrait ressembler ce monde? En fait, il y a la définition d'industriel sur laquelle déjà il faudrait qu'on se mette d'accord parce que je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui se considèrent comme artisans et alors qu'en fait, mis bout à bout, on voit bien l'impact que ça a. À mon sens, la pêche qui est éthiquement acceptable, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme que j'ai en tête, mais c'est la pêche de subsistance, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'alternative. Et je pense qu'il y a suffisamment de poissons, effectivement, dans l'océan pour nourrir ces gens, qui sont une minorité, en fait. Le problème, c'est cette écrasante majorité de personnes qui mangent des poissons, des sushis, des surimi, sans même se poser la question. Et sur la consommation de viande, c'est pareil. Alors, sur la consommation de viande, il y a aussi... parce qu'on est sur des problématiques d'élevage aussi. Sur la pêche, on est vraiment, c'est une forme de chasse, donc c'est de la prédation de populations sauvages. Donc, mais à mon sens, sur la question de la viande et donc de l'agriculture, on est sur une notion qui est encore différente, mais qui nous ramène encore une fois à ce qu'on met dans notre assiette. Je pense qu'aujourd'hui, manger de la viande, ça implique beaucoup de choses. Ça implique déjà une déconnexion. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens qui mangent de la viande ne seraient pas capables de tuer eux-mêmes les animaux qu'ils mangent, qui n'ont pas non plus la conscience des conséquences. Or, vraiment, l'écologie, c'est la science des conséquences. Et cette déconnexion dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, on y revient. C'est la déconnexion avec le vivant et avec ces animaux qu'on mange. Et donc là, on fait un lien parfait avec la conférence du soir qui va se tenir à la recyclerie sur la présentation du livre de Jean-Marc Gansil, Comment l'humanité se viande. C'est ça, le titre? Ouais, c'est ça. Donc on vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Mais avant de terminer la discussion, je vous propose une dernière question. Pour notre prochaine invitée qui sera Swan Périssé, une humoriste qui crée des ponts entre humour et écologie. Est-ce que vous auriez une question pour elle? You're a journalist now, Paul Watson. As a medium, do you think that humor En tant que moyen de transmission, est-ce que tu penses que l'humour is an effective way to communicate the problems with environmental issues? est une façon efficace de communiquer sur les problèmes environnementaux? Bonne question, merci. Lamia? Alors moi, je pense que l'humour est vraiment la meilleure façon de communiquer sur des sujets graves. Donc tu réponds directement notamment à Paul. les questions environnementales, je réponds pour elle. Ma question, ça serait, est-ce qu'il y a parfois des thèmes sur lesquels elle n'arrive pas à trouver le côté drôle, des choses qui la touchent ou qui la perturbent tellement que c'en est trop challengeant de trouver l'aspect humoristique? I got to add that the most effective media channel in the United States Je voudrais rajouter que la chaîne de télé la plus efficace aux États-Unis, is the Comedy Central. c'est Comedy Central. More Americans learn what's going on in the world En fait, plus d'Américains apprennent ce qui se passe dans le monde from the comedians on there de par les comédiens qui sont sur Comedy Central than they do from the corporate mainstream media. qu'ils ne le font sur les chaînes mainstream de médias sérieux. Paul Watson, Lamia Essemlali,
Un grand merci à tous les deux pour cette discussion. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à la recyclerie pour la conférence en public qui suit. À très bientôt. Merci à toi, Simon. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager l'émission autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.